Alex, on te laisse 15 jours tout seul. T'as pas pu t'empêcher d'acheter une caisse. Oui. C'est fou ça quand même, c'est une maladie. Mon dernier post de l'année sur Instagram, c'était le bilan 2025, dans lequel j'ai énuméré les 4 voitures que j'ai achetées et les 4 voitures que j'ai vendues en 2025. Oui. Et l'année 2006 démarre fort, parce que... 2026. 2026. Il est tôt, je sais, mais quand même. 2026 démarre fort, puisque le 2 janvier, en effet, j'ai acheté une caisse. C'était vendredi. Bon, on va en parler. Bienvenue sur Parlons Bagnole. Je suis Erwan TGD, en compagnie d'Alex Wagner, pour ce premier podcast de 2026. En partenariat avec Ovoco. C'est ça. On devient franchement vachement bon à se lancer la parole. Hein. Alors, on vous a laissé un peu tout seul la semaine dernière, puisque c'était les fêtes. J'espère que tout le monde en a bien profité. Alex en a aussi profité pour déménager définitivement. Je suis mieux installé que la dernière fois. C'est ça, voilà. Là, on a un super setup et donc Alex, tu es 100% ex-foi. Ça y est. Avec plaisir. Ouais. Bienvenue, même si en ce moment ici il fait beau mais froid. Et donc bon, déjà meilleurs vœux à tous. Voilà. Ça c'est bonne année. Ça c'est la partie administrative. Pour remettre un peu de contexte. Oui. Alex m'envoie un message sur WhatsApp. Je sais plus quel jour c'était, mais bref, il me dit j'ai trouvé une voiture incroyable, tout ça. Je dis ouais, cool. Le lendemain matin, il me dit c'est bon, je suis à Metz, je l'ai acheté, j'ai fait une affaire de ouf. Je lui dis mais pardon. Donc Alex, raconte-moi. J'expliquerai la partie achat dans les news parce que c'est vraiment intéressant. Mais d'abord le thème du jour, parce que cette voiture elle rentre dedans. Le thème du jour c'est les outsiders. Et la voiture que je viens d'acheter, c'est un beau spécimen du genre. C'est vrai. Alors les outsiders, c'est une question qui nous a été posée par l'un d'entre vous dans les commentaires. Il nous demandait de définir ou de partager des expériences qu'on avait eues avec des voitures qui nous ont donné des expériences vraiment extraordinaires, pas forcément sportives, et des voitures qui pouvaient être sous-estimées. Ouais. Et effectivement, je pense que... Dis pas encore le modèle. Je sais pas si t'allais dire le modèle que j'ai acheté. Le modèle de quoi que t'as acheté? Ouais. Je sais plus si je l'ai dit. Non, tu l'as pas encore dit. Je l'ai pas dit? Je crois pas. Bon, je l'ai pas dit. Tu veux le dire? Je vais y arriver. Vas-y. Parce que je pars toujours du besoin. Et c'est comme ça qu'on doit faire quand on achète une voiture. Normalement. Les maths de mec commencent. Parce qu'effectivement, quand et même tu l'as mis sur ton post Instagram, t'as dit, un besoin s'est créé. J'avais besoin d'une voiture d'autoroute. Il me fallait. Je crois que c'était mes mots. Voilà, moi j'ai besoin d'une Lexus LFA aussi, mais je... Ah ouais, j'ai réussi à me justifier un achat. En effet, j'étais pas du tout dans le marché à la base, Erwan. Tu sais, je me suis retrouvé sur 24 heures, je me suis retrouvé sur le Bon Coin. Mais tu sais pourquoi? C'est à cause de ton pote. Enfin, ton pote. Moonseek. Oui. Ce négociant de BMW, Youngtimer. Oui, tu parles de celui qui m'a vendu une voiture complètement rouillée? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, il a publié récemment une très belle vidéo YouTube sur les BMW Série 7 E32. Oui, je l'ai vu. Donc, celle des années 80. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il la présente bien, cette voiture. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais la E32, elle existait en boîte manuelle. Et après, le cheminement m'a amené à, oui, mais et les E38, il y en a eu des manuels au fait? Parce que au début, je pensais que non. J'ai investigué un peu le sujet. J'aurais dû savoir que oui, même la 740i, la version V8, a existé en boîte manuelle. Ah ouais? Ouais. Ok. D'abord une version 5 vitesses, après une version boîte 6. Et en creusant le sujet, il y avait aussi la 728. Alors, mon réflexe initial, c'était comme vous, c'était éliminer petit moteur, bas de gamme. Ouais, donc 728, c'est quoi? C'est un 6 cylindres. C'est le 600 lignes. C'est le même qu'on trouve dans la E36 328i, dans la E39 528i. Donc c'est 600 lignes, 2 litres 8, 24 soupapes, 193 chevaux. Ouais, ça, ouais. Tu connais bien tes fiches. Je connais mes fiches techniques. Sinon, je ne serais pas Erwan TGD. A priori, on se dit, ça va être chiant de monter le petit moteur qui va bien dans une E36, dans une série 7. Mais en fait, ça m'a fait un déclic. Parce que je me suis dit, mais j'adore, en fait, ça prend à contre-pied totalement la notion même d'une grosse berline autoroutière de luxe. Oui. Parce que Erwan, qui achetait ce genre de voiture neuve? C'était des banquiers, des avocats, des chefs d'entreprise. Oui. Ils voulaient se la couler douce, être relax, rouler sur le couple, faire un dépassement juste en appuyant un peu sur la pédale de droite, tranquille. Moi, je me suis dit non. Si j'achetais une série 7 qui
qui a besoin d'engagement, d'investissement de la part du conducteur. Et je me suis dit, au lieu de surfer sur le couple, je vais pouvoir la cravacher. C'est un moteur 24 soupapes qui aime bien monter en régime. Je vais jouer de la boîte de vitesse. C'est un moteur qui réclame du régime, du planning, de l'anticipation quand on va doubler. Ça veut dire que chaque dépassement va devenir un événement voulu délibérément et pas juste un réflexe. Alors que c'est drôle, mais on en revient à ce qu'on disait la dernière fois. Toi, tu utilises tes moteurs jusqu'en haut. Alors que moi, je roule sur le couple. Ouais. Et moi, du coup, effectivement, la 728i boîte méca, je vois difficilement l'intérêt. Ouais. Enfin, si, en vrai, je comprends l'intérêt parce que je sais à quel point une série 7, déjà, c'est confortable. Et donc, le fait de passer les vitesses dans un environnement aussi confortable ne vient pas non plus casser l'expérience luxe sans effort. Voilà, je pense que ça se fait relativement facilement. Dans la série 5, dans ma série 5, c'est pareil, si tu veux. Je suis pas gêné par gêné, c'est un grand mot. Mais quand je veux vraiment être confort, ça reste confortable même quand je passe les vitesses à la main. J'ai pas forcément besoin d'une boîte automatique. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir accélérer de pouvoir être à 30 km/h en cinquième et de repartir jusqu'à 130 si j'ai envie sans changer un rapport. Ça, j'aime. Ça explique pourquoi quand je t'ai annoncé cette bagnole que j'allais voir sur WhatsApp, je t'avais trouvé pas très très chaud. En fait, c'est probablement pour ça. Tu m'avais dit belle config et voilà. Alors que moi je m'emballais comme un ouf. En fait, sur le moment, je me suis dit tiens voilà, il a encore trouvé une lubie et c'est vrai que quand j'ai regardé, en fait, je t'avoue les photos que tu me les as envoyées, je les ai regardées assez rapidement et je me suis dit tiens c'est vrai qu'une série 7 verte intérieur beige, elle est quand même belle et tout. En plus, moi les E38, c'est ma génération préférée de série 7 à cause grâce à James Bond. On est nombreux. Ouais. Grâce à James Bond, je trouve que c'est une voiture qui a une ligne fantastique. En Alpina, en B12, c'est opulent à souhait, c'est fantastique, c'est vraiment magnifique. C'est des beaux intérieurs avec beaucoup de cuir, il y avait plein de boutons et tout, c'est génial. Ouais. Et c'est vrai que quand tu m'as envoyé la tienne, je me suis dit c'est vrai que c'est intéressant, mais j'ai lu le message un peu en travers, tu vois, j'ai feuilleté vite fait, et le lendemain, quand tu m'as dit... Mais ça me fait la même chose, je te rassure, quand tu m'envoies des 320D, tu sais, je regarde en diagonale, je te dis, belle config, c'est pareil. Si, t'as trouvé que celle que je t'ai envoyée était belle quand même. J'ai dit belle config, mais... Oui, c'est vrai, tu m'as dit, mais voilà. Je me suis pas emballé dessus. Bref, on s'envoie des messages dont on se fout mutuellement. Et ensuite, quand tu m'as dit que tu l'avais acheté, là, j'ai été regarder plus en détail, les photos, et c'est vrai que, je me suis dit, c'est vrai que ça a quand même ça a du flow, comme on dit. Ouais, je me suis dit, cette absurdité, si tu présentais ça au banquier ou à l'assureur ou à l'avocat à l'époque, ce serait pour lui comme d'aller dans un restaurant gastronomique et derrière de faire la vaisselle. Cette notion d'être engagé dans le processus. Ça, et d'aller faire la cuisine. Pour lui, ça n'a aucun sens de jouer du levier, de monter en régime, et voilà, c'est ça qui m'a motivé. Ouais, mais je peux comprendre. Je vous en dirai plus dans le segment news sur le processus d'achat et aussi sur comment elle est arrivée dans un état aussi spectaculairement beau malgré un kilométrage lunaire. On va en parler. Mais ça, oui, c'est vrai que c'est la partie. C'est un peu ma spécialité. C'est un peu ta spécialité et je dois reconnaître que vu de l'extérieur, c'est assez bluffant. Je vais détailler cette fois dans la partie news exactement comment ça se fait et comment j'ai fait et comment je suis passé devant tout le monde pour l'avoir. Ouais. Mais alors pour revenir du coup effectivement la série 7, je pense que c'est à la fois underdog donc probablement sous-coté. En fait, ça fait partie de ces la 728 c'est évidemment un underdog. Ouais. Mais la série 7 en général non parce qu'une série 7 c'est une série 7. Mais là, c'est plus la question du moteur. Ah, c'était la 728 qui est underdog. Ouais. Clairement. Alors, je pense que ça va être intéressant parce que moi, quand j'ai réfléchi à cette question, j'ai pensé qu'à des voitures sportives qui sont un peu sous-estimées ou un peu bâchées par le grand public. Ouais. Alors que toi, je pense que tu vas avoir une vision différente. Je crois qu'on va se recouper pas mal. Je pense pas. Mais... je pense pas parce que déjà toutes les voitures que j'ai choisies ont 20 ans. Avant ça, je veux vous parler vite fait de Ovoco parce que Erwan, j'ai acheté une grosse berline de luxe et je peux le dire tout de suite, à 350 000 kilomètres, payer un tarif dérisoire. Donc, comme on dit en anglais, what could go wrong? A lot. Alors, je risque d'avoir besoin de pièces détachées. Sur une série 7, ça douille les pièces neuves. Je te donne un exemple. Je regardais le dossier de la voiture. J'ai vu un balai d'essuie-glace acheté neuf chez BM, 95 €. Wow. Le balai d'essuie-glace.
Donc, le balai, c'est pas les deux balais, c'est le balai. Non, les deux. Les deux quand même. T'as la paire pour bon, 95 €. Mais ça vous dit comment c'est cher. Alors, je vais avoir besoin de pièces détachées d'occasion. Anciennement, ça aurait voulu dire de faire les casses pour trouver des pièces encore en bon état. Bah, ça, c'est fini. Parce que Ovoco regroupe sur toute l'Europe plus de 5000 casses, 14 millions de pièces détachées. On peut faire tranquillement ses courses en ligne. J'ai regardé ce matin pour une série 7 E38. Il y a vraiment de tout. Ça va du bouchon de remplissage d'huile à 4 € jusqu'à Erwan. Ils ont un moteur V12 5 litres 4 de 750i avec seulement 80 000 km pour 2200 €. Ça donne des idées de faire un gros swap, je trouve. Ouais, tu vas en avoir pour le prix de la voiture de swap. T'imagines si on monte ça dans une série 5 E34, ça peut le faire. Mais non, mais j'aime bien mon V8, moi. je veux qu'il reste là. Alors, on voit à chaque fois une photo de la voiture d'où viennent les pièces, et on peut faire ses courses, remplir son caddie avec les autres pièces dispo de la même voiture. L'interface est en français, le paiement est sécurisé, la livraison est rapide, et on a 14 jours pour vérifier que la pièce convient. Code promo pour avoir moins, c'est quoi, 15% 15% sur les frais de livraison. 15% sur les frais de livraison. C'est Erwan Alex. Oui, c'est Erwan Alex, tout attaché. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est regarder pour votre voiture. Moi, la première voiture qui m'a... En fait, vraiment, je me suis posé devant ma chaîne YouTube. J'ai dit, attends, quelle voiture, aujourd'hui encore, me fait cet effet-là? Et la première réponse, c'était l'Alpine A110. Ah! Eh ben, alors, laissez-moi... Ouais. Parce que c'est une voiture qui est adorée par une partie de passionnés un peu puristes qui vont être soit attachés à l'histoire de la voiture, en rallye, en compétition, soit à la version moderne au côté français, etc. Mais c'est une voiture qui est principalement quand même, en tout cas en France, décriée, incomprise, c'est Renault, c'est moche, l'intérieur est dégueu, 4 cylindres, machin. Sauf que pour moi, ça reste, mais de manière absolument objective, l'une des meilleures sportives modernes des 15 dernières années. Alors, c'est discutable parce que il y a quand même une partie des gens qui les adorent, ces voitures, mais je trouve encore aujourd'hui que la majeure partie de la population n'a pas compris à quel point cette voiture était extraordinaire. Bah, oui, je te donne raison, c'est clairement un outsider, dans le sens où, c'est quoi son compétiteur principal? C'est la Porsche Cayman. Bah oui. C'est la Porsche Cayman qui est donnée gagnante, et c'est l'Alpine qui est l'outsider. Ben justement, et là, pour moi, l'erreur, elle est exactement dans cette comparaison, parce que pourquoi est-ce qu'on compare ces deux voitures? On les compare parce que c'est des équivalents de prix. Mais pourtant, t'as une voiture qui fait 300 kilos de moins que l'autre, et rien que ça, en termes de comportement, tu conduis tour à tour une Alpine A110 et un Cayman, t'as l'impression de passer d'une Caterham à un bus. Ah putain, sans déconner. Ça fait envie. Sans déconner. Et en fait, moi je me souviens, j'avais fait ça un jour sur un road trip, j'étais en Alpine A110S et il y avait quelqu'un qui avait un Boxster 980, donc la génération 2014-2015. En Alpine A110, tu ressens toute la route, t'es obligé de micro-corriger, faut vraiment, tu peux pas relâcher ton attention. Ça me plaît, ça. On était dans des cols de montagne et t'es toujours obligé d'être concentré parce que la voiture elle est tellement vive que tu dois être concentré. Je suis monté dans le Boxster. La voiture, t'es à deux doigts, et en fait, tu te rends compte que ça filtre tout. Alors que pourtant, un Boxster, c'est quand même une voiture plutôt communicative. Et c'est ce jour-là où vraiment je me suis dit, mais oui, évidemment, on les compare parce qu'il y a une question de prix, il y a une question évidente de noblesse de moteur. De format aussi, le petit coupé 2 places. Même les formes sont similaires. Oui, bien sûr. Et puis, alors, chacune aura des avantages. Mais je trouve encore aujourd'hui que l'Alpine A110 est une voiture qui est un peu, outsider, parce qu'elle rentre pas complètement dans les cases même de la compétition contre laquelle elle se bat. Et du coup, pour moi, ça rentre dans les cases. Belle carte. Paf, voilà, c'était mon... Mais j'en ai d'autres. Écoute, t'es un peu monsieur outsider, parce que, excuse-moi, tes deux bagnoles actuelles, on est en plein dedans, dans les outsiders. La 968 est dans ma liste. Bah oui, un peu qu'elle est. Un petit peu. Décriée parce que 4 cylindres. Décriée parce que quoi d'autre, c'est à peu près tout, Décriée parce que... 4 cylindres, ça suffit. Ouais, je crois que ça a suffi. À l'époque, je crois que la messe est dite, quoi. Je crois que ça a suffi, mais il fallait juste mettre un échappement, c'est tout. Non, mais parce que 4 cylindres, parce que cher à l'époque, parce que moteur pas ultra démonstratif,
incroyablement élastique. Ses origines roturières aussi, c'est un dérivé de la 924 qui est une sorte de Volkswagen porchifié. Oui, donc après ses racines aussi. Bah c'est devenu une vraie Porsche avec la 944. Remarque, la 911, on pourrait lui dire pareil, c'est une sorte de coccinelle améliorée, une 911. Donc... Oui, mais bon, en même temps, la 911, quand on voit ce qu'elle est devenue, c'est plus vraiment un outsider, au contraire, c'est plutôt une référence. C'est tout à fait l'inverse. Ouais. C'est tout à fait l'inverse, mais c'est pareil, la série 5, mais n'importe quelle, de toute manière, grosse berline, un peu avec des airs de luxe, et un énorme moteur en dessous, mais qui ne le dit pas, ça rentre un peu dans cette catégorie, et effectivement, la série 5, la 540i... Surtout en boîte 6, comme tu as. Oui, en plus. Et comme j'ai déjà eu, je trouve que c'est totalement l'outsider face à la M5, qui certes, sur le papier, a des accélérations un peu meilleures, sur circuit va être meilleure, mais je suis désolé, ce sont des voitures de route, et une 540i boîte 6, eh ben, je trouve ça une meilleure routière, même à usage sportif. La tienne, quand elle sera finie avec les suspensions qui vont bien, l'autobloquant, etc., bah, je trouve ça mieux qu'une 34 M5. Bah, déjà, de mémoire, sur le papier, t'as plus de couple sur la 540. Vastement, t'as 400 Nm. Ouais. Donc ouais, bon, à toi. À moi, on peut pas faire ce sujet sans citer la Porsche 996. Ah oui, c'est vrai. Les phares qui ne ressemblaient plus à une grenouille, rien que ça. Tu rajoutes le refroidissement à eau et c'était le lynchage collectif par les passionnés. Alors pas par la presse à l'époque, qui a loué son moteur et son comportement. Et moi qui en a une actuellement et qui a déjà eu une 993, je peux vous dire que c'est pas normal qu'elle soit vue comme une outsider. Le moteur est plus couplé en bas, a plus d'allonge en haut, châssis, direction, toucher de route sont irréprochables, il y a moins de bruit de vent, il y a une sécurité passive qui est améliorée, elle est plus puissante, elle est même plus légère que la 993. Alors il y a des moins. Par rapport à une 993, elle va être moins amusante à conduire tout doucement en ville, parce que un peu moins communicative à basse vitesse, Une 993 sans échappement, c'est chiant à conduire. Hein. À basse vitesse. Il y a une ambiance sonore due au flat 6 refroidi par air, je trouve. Si t'as un échappement. Ouais. Autrement, ça t'entend rien. Oui, faut mettre un échappement. Il y a la qualité de construction de l'habitacle qui va être meilleure sur la 993. Il y a la fiabilité moteur. Tu peux nous en parler. Je suis témoin personnellement en ce moment. Sortez les mouchoirs. Et c'est pas en train de s'améliorer. Mais oui. Donc il fallait la citer. Alors, en fait, j'ai pensé à plein de voitures, mais il y a aussi quelque chose même de plus large qui m'a traversé l'esprit. Bon, vous le savez, sur ce podcast, nous parlons régulièrement de Porsche et de BMW. Bon, voilà, enfin, oui, surtout de BMW en réalité. Et du coup, je me suis dit, attends, mais combien de fois j'ai essayé des voitures par exemple, d'origine asiatique, japonaise, coréenne, parfois même des voitures américaines. Donc quand je dis japonaise et coréenne, je pense à Honda, je pense à Hyundai, je pense à Ford pour les voitures américaines, où à chaque fois c'était des voitures en fait qui tout simplement déjà sortaient un peu de mon champ de culture automobile, parce que pas française ou pas allemande, ou pas anglaise. Et combien de fois j'ai été surpris par des voitures de ces marques-là. Typiquement chez Ford, moi j'ai été agréablement surpris par la plupart des Ford modernes de sport que j'ai essayé. Je pense à la petite citadine sportive, la Fiesta ST, en phase 7 ou en phase 8, qui sont des véritables bombinettes, qui sont des... Mais c'est pas vraiment l'outsider, c'est le favori de sa niche de marché, non? Je sais pas, je suis un peu parti du principe que on favorisait forcément Renault Sport et ce genre de trucs. Je sais pas probablement en France. Peut-être en France. Je suis trop influencé d'avoir lu la presse britannique qui n'arrête pas de la presse britannique de plébisciter ils sortent un peu des girons. Oui, c'est vrai. Et même tu vois genre Hyundai moi, quand j'ai essayé la Hyundai i30N, donc qui était la concurrente à l'époque de la Mégane RS, bon, je suis arrivé sans trop savoir à quoi m'attendre, et j'ai trouvé ça incroyablement bien. C'est vrai, c'est bien. Ah, c'est fou. À l'époque, c'était
beaucoup mieux équipée que la Mégane. Ouais. Qualité de finition intérieure, rien à voir, le jour et la nuit. Ouais. Moteur extrêmement communicatif, très plein, châssis de malade. Ok. Franchement, j'étais très surpris. Et ensuite, c'est pareil, j'en ai parlé plusieurs fois, mais moi, toutes les voitures, alors c'est pareil, c'est des outsiders pour moi. Ouais. C'est peut-être pas des outsiders ça sera peut-être pas l'outsider de quelqu'un d'autre, mais moi, toutes les Honda sportives que j'ai pu essayer, à chaque fois, mon mine claque. C'est toujours quand il y a un VTEC ou pas forcément? Quasiment à chaque fois. Oui, bah oui. Ouais, mais même dans la conception, tu vois, cette année, je regardais un peu je regardais la liste des voitures que j'avais essayées cette année, et je me demandais quelle était la voiture qui m'avait le plus marqué. Et je pense que de loin, la voiture qui m'a le plus marqué, c'est la Honda Integra Type-R DC2. Ah ouais, bah ouais. Mais parce que c'est génialissime. Ouais. Et franchement, j'ai cherché un peu des concurrents par chez nous, de voitures qui pèsent 1 tonne, qui prennent 9000 tours, qui ont un toucher de route équivalent à une super sportive européenne. Bah, y a pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé, je serais ravi d'en découvrir, mais ça m'a donné les sensations d'une Lotus ou d'une Caterham ou presque d'une moto pour 20 000 balles. Putain, il va falloir que j'y passe un jour. Hein. Ah, ça, c'est vraiment un truc à essayer. Moi qui aime bien monter dans les tours. Ah bah là, oui, c'est vrai que t'as jamais eu de japonaise. Mais non. Ah, c'est marrant ça. Mais je suis resté bloqué dans le phénomène que tu décrivais, c'est-à-dire l'image initiale. Mais Alex, dans 2 jours, nous apprendra qu'il a acheté 4 japonaises. Malheureusement, j'ai plus d'argent, mais donc on va temporiser un peu. Ouais, mais donc ça finalement, c'était des outsiders pour moi, ce genre de voiture. Ah bah ça l'est pour moi aussi, donc je comprends. Ouais, finalement. Je vais dans ton sens. Et puis c'est pareil, je pense je pense au classique, allez, M3, C63 MG. Bah, qu'est-ce que t'as en face? T'as Cadillac qui fait des voitures, donc qui fait des berlines sportives surmotorisées qui ont toujours été, alors j'en ai jamais essayé mais j'ai toujours lu que c'était vachement bien. Et t'as Lexus aussi qui fait la berline. Alors attends, que je dis pas ce bêtise, c'est la ISF, ça c'est la ISF. Ah alors j'y connais rien. Alors en gros c'est l'équivalent série 3 avec un V8 Atmo dedans qui fait 457, je crois, chevaux. Pas mal. Avec une boîte à palettes, et c'était la concurrente des C63 MG W204, donc avec le V8 atmosphérique, c'est les deux, concurrente de la M3 au 92 avec le V8 4 litres Atmo. Donc que des voitures qui sont entre 2006-7 et 2011, un truc comme ça. Des voitures qui sont hyper réputées, et même aujourd'hui Lexus tout court. Aujourd'hui, pour moi, Lexus, c'est une marque outsider. Oui, clairement. Complètement. Ouais. Et toutes les Lexus que j'ai essayées m'ont laissé pantois face à la qualité de l'intérieur, la qualité des motorisations, de la technologie, tout. C'est des vraies marques auxquelles on pense pas, probablement par culture. Ah, je te le confirme, ouais, j'y pense pas, et c'est probablement une connerie. Moi je me souviens, c'était la première fois que je suis monté dans une Lexus, je crois que c'était avec Nicolas, le vendeur automobile, qui s'était acheté la grande berline Lexus, une LS, je crois, l'équivalent classe S, et ça valait la moitié du prix d'une classe S en V6 hybride, et c'était optionné comme un A380 quoi. et donc on voit des taxis avec ça, mais je pense que c'est pas anodin quoi. Ok. Donc ça c'est. J'ai un outsider que j'ai essayé l'année dernière. Alors c'est une voiture qui vaut rien. Une BM E36 320i. Alors oui, ça doit se toucher pour 4000 €. En plus, elle ressemblait à rien. Elle avait des nions, des égratignures, des déchirures dans le tissu à l'intérieur, le ciel de toit qui se décrochait et tout. Mais c'est un pote d'un pote qui me l'a prêté pendant qu'une de mes voitures était en panne. C'était la révélation. Parce que, déjà, toutes les bases, elle fait tout bien. C'est-à-dire la direction, le passage des rapports. Toutes les commandes sont harmonieuses en termes de poids des commandes, le comportement en virage. Et, ce qui m'a surpris, c'est que comme c'est la 320, donc c'est le petit 6 cylindres, et BM a cru bon de mettre un pont court. Et ça change tout. Parce que j'ai trouvé ça plus fun qu'une 328i, qui elle, a des rapports très longs, et que j'ai déjà eu. En fait, même à Isoprix, je préférerais la 320i parce qu'on joue de la boîte sans arrêt. Ouais, c'est plus engageant. C'est plus engageant. On profite de l'allonge du moteur. C'est un moteur qui est volontaire dans les régimes, donc il aime bien profiter du couple court, le rapport court. Donc ouais,
la claque. 320i. Moi, il y a d'autres voitures. Alors ça va te faire hurler et c'est très bien. Oh merde. Mais moi, les gros diesels, genre, non mais on peut pas passer un podcast sans non, parler. J'y reste. Non mais mine de rien, sur les grosses berlines de luxe, ou même, non mais même, allez, on peut mettre les moteurs essence aussi, mais si tu prends, allez, encore les BMW, tu prends tous les moteurs 40i, 50i. Si c'est des voitures qui n'ont pas, donc c'est des voitures qui ont soit des très gros 6 cylindres, soit des V8, quelles que soient les générations, hein, il y avait moi à l'époque de ma voiture de la E34, ça valait encore dire quelque chose. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire, mais c'est quand même une estimation de la puissance du bazar. Sur une, je sais pas, tu prends une série 750i, c'est un V8 4 litres 4 biturbo. Le machin, ça fait 500 chevaux, et si t'as pas pris un Pacem, tu pourrais très bien te dire que c'est un 730D, quoi. Et ça c'est vrai, c'est comme les classes S500, où t'as un énorme V8, et en fait, les trucs, c'est des bateaux avec énormément de puissance qui sont capables de prendre 300 km/h dans la plus grande des détentes, quoi. Oui. Et je pensais au gros diesel parce que chez BMW, t'as dernièrement, alors ils le font moins maintenant pour des questions évidente de malus et de vente, enfin de vente. Mais moi j'avais essayé une fois la série 5 génération F, donc 2015, un truc comme ça, 2014-2015, en 550D, donc 6 cylindres tri-turbo diesel, et la version d'après a même eu un 6 cylindres quadri-turbo diesel, 400 chevaux, 800 Nm de couple. C'est pas vrai. Ça marche comme une M5, le truc. Ah oui. Et, de l'extérieur, t'as quelques petits détails esthétiques, mais en dehors de ça, c'est une série 5 break, quoi, ou berline. Et qu'on aime le diesel ou pas, objectivement, à l'intérieur, le son est étonnamment sympa, c'est hyper surprenant, et ça marche, mais une tonnasse. C'est, 800 Nm de couple en même temps. C'est fait pour toi, hein. C'est 100% fait pour moi. Alors là, quel plaisir. Et quel cauchemar pour moi, parce que aucune allonge au niveau moteur, aucune vivacité moteur. Alors oui, t'as des newton-mètres, mais t'as pas de vivacité. Du gras. C'est ça. Du gras pour partir de entre 0 et 3000 tours, après t'as plus rien, mais c'est puissant, t'as l'impression d'être assis sur une énorme catapulte, et au quotidien, moi je trouve ça plus efficace objectivement que, mais tu prends 300 avec ça, c'est fou. Oui, objectivement, je te donne raison, oui. Tu vois. Est-ce que tu as d'autres... J'ai un contre-pied par rapport à ce que tu viens de dire. Prenons par exemple la Mercedes SL. Alors ça peut être la génération R107 qui est allée de la fin des années 70 jusqu'à début des années 90 ou la R129 qui est venue après, celle de Bruno Sacco. Et tout le monde veut la 500 SL parce que c'est le gros moteur coupleux. Moi CDI. Moi je suis pas d'accord. J'ai essayé en R107, j'ai essayé la 500 SL et la 300 SL, et je trouvais la 300 SL plus sympa parce que le moteur est moins pantouflard, moins gras comme tu disais. Il est plus léger à monter dans les tours. J'ai trouvé ça préférable, et puis toujours cette cravachabilité. Il y a pas un épisode qui passe sans que je dise le mot cravache. Ouais, mais t'as pas envie de cravacher une Mercedes? J'ai envie de tout cravacher. Je vais m'en aller. Mon camion de déménagement pour venir ici, il y avait une boîte 6 manuelle, des rapports courts évidemment parce que c'était un camion. J'ai trouvé ça super fun. Je cravachais le truc. Il est vrai. Alors le moteur manquait d'allonge par contre. Non mais il est vrai que je trouve ça extrêmement drôle de taper dans un utilitaire. Avec de ouf. C'est hyper marrant. Je suis complètement d'accord. Et quand j'ai déménagé aussi, ici aussi, je suis parti de Paris avec mon camion, je pense un camion loué chez Super U Diesel là, et j'ai roulé mais comme un assassin. C'est ça. En même temps, c'est drôle parce que généralement, mine de rien, les châssis sont très rigides parce qu'il faut. Parce qu'après la hauteur de ce que tu charges change le centre de gravité.
Et du coup, dans les virages, ça freine de ouf, évidemment. Ça freine, et ça tourne vachement bien. Ouais, ça tourne bien. Je suis d'accord. On devrait faire des courses de Super U. Ah si putain, là, on ferait bien les cons, hein. Ouais. Ah, bah, c'est terrible. Si on loue 2 camions. Ça sent l'épisode à la Top Gear, ça. On va finir chez les flics, je crois. Oui, mais est-ce qu'il y a des flics qui nous Quoique non, parce que tellement ça va pas très vite que on pourrait faire la course et les gens ne le sauraient même pas. Techniquement, tout peut aller vite, hein. C'est qu'une question de volonté, hein. Franchement, et moi, j'ai noté un truc, mais c'est plus pour partager une expérience. Moi, j'ai noté Caterham. Alors, outsider, par rapport à quoi? Alors, justement, je vais développer. Alors, ouais. c'est parce que c'est... En fait, ce genre de voiture, Caterham, Lotus, etc., c'est des voitures que beaucoup de gens évitent pour leur côté inconfortable, pas pratique, tout ça. Bon, qui est vrai, c'est une évidence. Quand t'es dans une Lotus ou une Caterham, bon, c'est vraiment fait pour conduire. Bah, ils évitent parce que ça va bien en 5e voiture. Oui, c'est ça. Mais moi, le côté outsider, je le partage parce que l'année dernière, j'ai filmé une Caterham 485R, donc moteur 2 litres Duratec, 200, je sais plus, 250 chevaux, un truc comme ça, ou un peu moins, non, 230, un truc comme ça. Bon, ça marche, c'est monstrueux. Ça pèse combien déjà? 550 kilos. Ouais. Et donc, alors là, en l'occurrence, donc t'as genre 500 chevaux par tonne. Oui, c'est ça, ouais. Bah, de toute façon, 480, les Caterham, pour connaître la puissance de la voiture. C'est à peu près comme une Bugatti Veyron. Je pense que c'est un peu moins. 1000 chevaux 2 tonnes, enfin, on est dans le bon on doit pas être très loin, ouais. Ouais. Mais sachant que Caterham, pour votre culture, le nom des modèles est toujours le rapport chevaux-tonnes. Donc 485, okay. c'est R, c'est 485 chevaux pour une tonne, et comme les Caterham font toujours environ 500 kilos sans les fluides, en fait tu divises le nom du modèle par 2 pour connaître la puissance. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Top. Et donc on filmait cette vidéo avec mon monteur Damien, c'est une vidéo qui était sur ma chaîne l'année dernière, et lui ne connaissait pas trop Caterham, il connaissait de nom parce que je lui en avais parlé, etc. Lui il est plutôt grosse voiture, lui il a une Ford Mustang moderne, il est plutôt grosse bagnole. On filme et tout, et il me dit mais tu peux m'emmener, ça m'intrigue. Je l'emmène, bon alors moi je fais 1m91, lui il fait 2 mètres, donc à deux dans une Caterham t'imagines qu'il dépassait un petit peu. Ah non, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres, ouais. Donc, quand on arrive en tournage on dirait qu'il y a la police qui arrive. Et bon, le machin, c'est une catapulte, cette voiture, et il était choqué. Ah ouais. Il était vraiment, mais choqué. Il m'a dit, mais jamais, parce qu'en fait, il voyait ça comme un petit truc mignon. Tu sais, il voit ça comme une petite voiture. Ça ressemble à un jouet. C'est ça ressemble à un jouet. Et moi, je sais que toutes les personnes que j'ai emmenées en Caterham, ils étaient tous choqués. Et encore, quand il est monté dedans en passager, il a dû rajouter 20% au poids, parce que 100 kilos. Et en plus de ça, alors faut savoir que c'était une voiture avec dans les Caterham, on peut avoir vraiment le minimum du minimum. Donc là, il y avait pas de pare-brise, c'était un petit saut de vent en carbone. Et moi, j'avais mon casque, mais lui n'avait pas de casque. Ah oui. Et du coup, comme en plus c'était une boîte 5 vitesses avec des rapports ultra longs, genre en fond de deuxième t'es à 120. Forcément il a avalé quelques moucherons, mais c'est comme ça qu'on reconnaît un motard heureux, il a des mouches collées sur les dents. Et il était choqué parce que il a associé l'aspect un peu mignon jouet de la voiture à un truc qui avance pas quoi. Putain. Sauf que le machin ça fait 220 chevaux et ça accélère 3 fois plus fort que sa Mustang quoi. Et du coup c'est un peu dans ce sens-là. Je reviens un peu sur ce que je disais. C'est méconnu. On soupçonne pas. C'est ça. Par rapport à la côté culturel, quand on n'a pas été mis face, quand on n'a pas pu faire l'expérience de ce genre de voiture, mais on n'y pense pas. Ça aussi, c'est une bagnole je vais finir par acheter un jour. Alors, oui. C'est une énorme lacune. J'en ai jamais essayé une, t'imagines? Effectivement, il faut que ça soit réparé. Parce que, je veux dire. Moi qui ne jure que par la légèreté, la lacune est quasi impardonnable. Et t'as déjà conduit des Lotus? Ouais, une Elise génération 1 montée avec un Honda K20. Oh! Ce truc de ouf. Oh, ça devait être con, ça. Truc de dingue. Ah oui, ça c'est the montage, ça. Ah ouais. Et tu l'as essayé sur route? Sur route. Ouais. Ça va bien. Oh là là, mais c'est fait pour. Ah bah, moi, régulièrement ici, ça me traverse l'esprit de me dire, attends, pourquoi est-ce que j'ai pas une Lotus ou une Caterham? Peut-être on va finir par en acheter une à deux.
Ah. Ce serait moins déraisonnable. Ça serait moins déraisonnable. C'est là où les maths de mecs... Oh là là, ça fume. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Heureusement, on a ni toi ni moi, on a plus de thunes, là. Enfin, je parle pour moi. Mais toi, tu es en passe d'avoir plus de thunes. Alors moi, je suis en passe, je suis en passe de plus en avoir, moi, mais laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on en rajoute? Dites-nous dans les commentaires aussi. D'ailleurs, j'en profite, c'est toujours génial d'avoir tous vos retours, toutes vos questions, toutes vos interactions. Est-ce que vous avez vous aussi essayé des voitures auxquelles, en y arrivant, en les approchant, vous vous attendiez à rien, et finalement vous vous êtes dit, waouh, c'est génial. Oui, partagez. Mais ça marche aussi avec du quotidien, et voilà. On démarre avec les news. On démarre avec les news. Bah les news, finalement, si j'ai des news, bon, j'étais en vacances pendant 15 jours, donc il s'est pas passé grand chose. Des vacances qui faisaient du bien d'ailleurs. La vidéo du Cap Nord est sortie. J'ai vu, canon. Merci. Et alors moi je suis content de l'avoir sortie finalement, et je suis surtout ultra heureux. En fait, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir tous les commentaires de gens qui disaient, mais en fait, t'as raison, je vais aller sortir ma voiture. Ah. Et sans déconner, il y avait bon, ça. Peut-être sur les 350 commentaires, il y en avait, je sais pas, peut-être 60 commentaires qui disaient mais t'as raison, ou alors moi j'ai fait tel road trip, ou alors j'ai vu plusieurs commentaires de mecs qui disaient tu sais quoi, j'ai fini la vidéo, je suis parti rouler. C'est génial. Trop bien. Et du coup, ça m'a rendu trop heureux. Parce que c'est un peu le but, quoi. Bah oui. Et donc on n'est pas ici pour les garage queens. Non, exactement. Bah d'ailleurs la Garage Queen hier j'ai mis 20, mais enfin elle a pas voulu redémarrer la voiture. Je pense que j'ai plus de batterie dans la Porsche. Mais... ça fait partie du truc. Comme on dirait en anglais, driven, not hidden. Not hidden, exactement. Conduite pas cachée. C'est ça. Mais donc ça et c'est quoi les plus gros... T'as fait des gros road trips, je crois, je t'ai déjà posé des questions, mais... Ouais, c'est souvent pour me déplacer en voyage avec la famille. Notamment, je l'avais dit en passant, juillet dernier, j'ai fait 6500 kilomètres. Ah oui, ça... rien qu'au mois de juillet. Avec l'Alpina. Pendant les vacances, avec l'Alpina B10. Ah, mais j'adore rouler. Je suis un dingue du roulage. Cool, collectionner des voitures au garage, ça me plaît pas. Et dès que j'ai une voiture qui ne colle pas à l'usage que j'ai dans ma vie, elle part. Parce que je veux des voitures à utiliser. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça aussi que j'achète des gros kilométrages. Parce que je peux rouler avec une insouciance parfaite. Je veux dire, quelle horreur d'avoir une voiture faiblement kilométrée et devoir se restreindre de la sortir pour pas détruire sa valeur. Ah non, mais c'est juste pas possible pour moi. Ça me rappelle Romain Monti. Ouais. Un bon copain que je salue, qui avait un Z3M Roadster qui était à 99 100 km et qui osait plus le rouler parce qu'il voulait surtout pas passer 100 000 et il a réussi à le vendre juste avant. Mais ouais, ça m'a fait pareil avec ma 997 GT3 RS, une voiture que j'ai eue pendant 2 ans et j'avais pas vraiment les moyens de l'avoir. C'était un placement passager avant d'avoir un autre projet immobilier. Et j'arrivais à aller aux 50 000. Ouais. Et donc, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il était hors de question que je dépasse les 50 000. J'allais tuer la valeur. Mais ça aussi, en même temps, tu rentres dans des, alors, quel que soit le montant, que ça soit 10, 20 ou 300 000 euros, chacun aura sa perception de la valeur et de ce qu'il peut, entre guillemets, risquer. Mais c'est vrai que quand t'arrives à des montants comme ça, des voitures qui valent plus de 150 000 euros, tu sais que si tu lui mets 5000 kilomètres de plus, tu peux perdre 10 000 balles. Ouais, à l'aise. Et ça va, et le multiplicateur est comme ça. Ouais. Et moi, techniquement, j'ai un peu ça avec la Porsche, parce que là, j'arrive tranquillement, parce que moi, je roule avec tout ça, pour les tournages et tout. J'arrive tranquillement à 160 000 kilomètres, et mine de rien, ça fait, je vois le prix je sais le prix qui baisse. Ouais, tu crois à ce niveau-là, 160? Un peu quand même. Un peu parce qu'en fait finalement avant elle était faiblement kilométrée. Enfin faiblement, elle avait 137 000 quand je l'ai achetée. Ah oui, c'est vrai que t'as mis un paquet. J'ai mis 22 000 kilomètres en un an. Oui, entre 137 et 160, c'est déjà plus la même chose. C'est plus du tout la même chose. Et du coup tu tombes dans une catégorie de marché qui est plutôt le marché des voitures kilométrées. Alors qu'avant, avant c'était pas le cas. Et donc parfois j'ai des remords. C'est pour ça que je vais acheter un diesel. Oui, mais t'as des souvenirs. Ah ça, des souvenirs, j'en ai. Et puis, je vais en avoir d'autres. On n'a pas fini, hein.
quand tu la vendras à 15 000 €, tu pourras aller regarder les commentaires sous ta vidéo et te remémorer tout le bien que ça t'a fait. Franchement, si je dois me résoudre à la vendre à 15 000 €, je vais plutôt la vider à la tôle, mettre un arceau et aller faire des tours de Nurb avec, hein. Mais voilà, une bonne idée. Ah oui, là, ça demande de l'argent. Et donc, à propos de ce sujet des kilométrages, ça va être ma news principale, parce qu'on me demande souvent, mais Alex, comment tu fais pour trouver des voitures dont l'état est aussi décorrélé du kilométrage, dans un état improbable? Il y a eu ma M3 E36, 3 litres de berline, 382 000 km, un état quasi concours. Mon Alpina B10, état concours, 468 000 km. Il y a eu ma 540i boîte 6, 348 000 km, un super bêta, et maintenant cette 728, je vais vous en parler. C'est fou ça quand même. Et je vais vous montrer plus précisément en prenant l'annonce Le Bon Coin, parce que en fait, on me dit comment je les trouve. C'est quoi tes critères? Mais c'est comme tout le monde. Je vais sur Le Bon Coin, j'ai pas de réseau privé, j'achète pas des voitures qui sont off-market. Mais je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que l'annonce, quand on tombe dessus, elle est affichée 7 990 € pour 345 000 €. Donc, traduction, 345 000 km. Donc, la traduction habituelle qu'on fait, c'est c'est une épave rincée, bonne pour l'export, voire la casse, ou à utiliser pour pièces. Oui. Et d'ailleurs, le vendeur, qui était un pro, il m'a raconté qu'il a eu la même réaction. Quand son client l'a appelé pour lui demander de revendre sa voiture, normal. Le propriétaire lui a dit, c'est une série 7, 728, elle a 345 000 km. Le vendeur pro lui a répondu, non, mais moi je peux pas vous aider, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Normal. Hein. Et donc le propriétaire lui a dit, non, mais attendez une seconde, je vais vous amener la voiture, après on parlera. Et là, quand on lui a amené la voiture, il est tombé les nues, il a dit, mais comment ça se fait qu'elle est dans un état pareil? En même temps, c'est une pépite. Et au niveau de l'annonce, je vais vous montrer comment ça se repère. Parce que ce qu'on commence à lire dans l'annonce, c'est véhicule très très propre pour l'année et le kilométrage, carrosserie et conduite 9,5 sur 10. Donc là, je me suis dit, tiens, je continue à lire. La suite. Premier propriétaire jusqu'en 2005, qui a parcouru 201 000 km, le premier propriétaire, suivi 100% BMW, carnet tamponné, ok, je continue. Deuxième et dernier propriétaire, pendant 20 ans, et il a fait le reste du kilométrage, il a dépensé 23 000 € en entretien, facture BMW dans le dossier, et donc là je me suis dit, ok, là il y a plus de doute, enfin du moins, c'est pas qu'il y a plus de doute, je vais pas envoyer l'argent juste au téléphone, ça veut dire que je décroche mon téléphone, j'appelle le vendeur, j'en parle, pour creuser, je pose des questions, et après je me déplace. Et le garagiste a accepté d'ouvrir spécialement pour me la montrer un 2 janvier, parce que normalement il était fermé, donc pendant que le reste du pays était endormi. Et là j'arrive sur place, et vous verrez des photos, j'ai sur mon compte Instagram, l'ingénieur des cryptes, c'était la claque. Je regarde la peinture, elle est complètement repeinte, alors non pas parce qu'elle a été accidentée, il y a une facture au dossier, repeinte chez BMW pour 5 000 €. Quand je prends une jauge de peinture et je regarde l'épaisseur de peinture, il n'y a pas de masticage qui a été fait. Donc c'est un voile de peinture dans un cadre d'entretien pour garder la voiture belle. Oui, ce qui et donc, est normal en pour effet, une voiture de kilométrage. Il n'y a pas d'impact de cailloux à l'avant, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas même de micro-rayures de lavage. Extérieurement, elle est sublime. Compartiment moteur très beau. Je passe en dessous, les sous-bassements sont tout frais. Elle a dû pas connaître les routes salées du tout. L'habitacle, je monte dedans, à part un peu de salissure superficielle sur le siège conducteur qui va partir facilement avec une prestation professionnelle, le reste de l'habitacle, mais on dirait une voiture neuve. Je m'attendais à trouver des boiseries délavées, un peu craquées. Ouais, craquées. Mais non, mais pas du tout. Les boiseries, on dirait du neuf. Le tableau de bord, il n'y a pas de craquelure, il n'y a pas de décoloration, il n'y a rien de tout ça. J'ai l'impression de monter dans une voiture neuve. C'est ouf. C'est dingue. J'imagine qu'ils ont été très soigneux. Je sais pas. Alors, je fais un peu de négociation plus ou moins symbolique. Je verse un acompte instantané sur le moment parce que, voilà, elle est la mienne. Du coup, je repars surexcité avec la sensation d'avoir braqué une banque sans cagoule. Et c'est la bonne voiture pour le faire, cela dit. Et la deuxième partie intéressante de cette histoire, elle vient après, parce que après notre accord, le vendeur m'a montré à quel point il avait reçu des demandes d'informations sur la voiture. Ah oui. Il m'a montré son interface Le Bon Coin. En effet, c'était plein de demandes. Mais en fait, personne ne s'est déplacé. Personne ne se déplace. Alors, une mention spéciale au mec
qui a eu l'audace de demander à ce vendeur professionnel de lui descendre la voiture pour qu'il la voie, de Metz jusqu'au sud de la France, parce qu'il était intéressé par la voiture, et il voulait pas verser un acompte de réservation. Non mais les mecs, t'imagines? Ils se prennent pour qui? Le Bon Coin, c'est vraiment la cour des miracles. Hein. En fait, les gars, faut faire l'inverse. C'est-à-dire, il faut se mouiller pour obtenir les belles opérations. Cette bagnole, si j'avais pas été dispo le 2 janvier pour aller la voir rapidement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais versé un acompte de réservation tout de suite. Alors, j'aurais d'abord demandé une vidéo de détail de la voiture. Le mec me l'aurait fait parce qu'au téléphone, il m'aurait senti sérieux. Sur cette vidéo, j'aurais été suffisamment convaincu pour verser un acompte de réservation 150 €, 500 €, pas plus, pour qu'elle me soit réservée, pour que j'ai le temps ensuite de me déplacer pour l'inspecter. Ou la faire inspecter éventuellement par un expert ou un garagiste indépendant. Au passage, je fais des expertises avant achat. Hein. Prochaine fois, je t'appelle. Et donc il faut se mouiller, parce que juste envoyer des demandes, mais je vous ai lu le texte, il y avait les indices nécessaires pour poser des questions, il y avait les indices nécessaires pour prendre sa journée, pour aller loin, pour la voir. Et c'est comme ça que, à la régulière, j'arrive à dénicher des voitures qui sont publiquement en annonce. Elles sont pas secrètes, elles sont pas cachées. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que moi dernièrement, je regardais, donc je suis toujours dans une recherche de daily. Ouais. Alors contrairement à Alex, on en parlait juste avant, moi je prends beaucoup de temps pour faire les choses, et en tout cas pour ça, pour acheter des voitures, et dans mes recherches, excite l'Alpine à 290, je regardais beaucoup de série 5 F10, de série 6 F11, je crois. Donc on est sur les années 2010 à 2020. 2012 à 2010 à 2020. Ouais. Enfin 2011 dans ces eaux-là quoi. Donc des voitures quand même modernes, et mes critères de recherche, c'était des voitures suréquipées. Ouais. Ex chef d'entreprise. Ex chef d'entreprise, parce que tu sais que c'est des voitures qui ont fait 200 000 km potentiellement, ou 150 000 km d'autoroute. Je regardais dans toute l'Europe, qui sont tamponnés tous les ans BMW, et qui au final sont dans des états très bons, parce que très gens qui avaient de l'argent tout simplement. Et c'est des voitures qui décotent en plus énormément. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui même des séries 7 des mêmes années, tu peux trouver des trucs avec des configs individuels magnifiques, pour 20 000 €. Ouais, grave. Mais c'est des voitures qui valaient 120, 130 000. C'est ouf, la décote. Et donc moi, c'est vrai que je regardais ça, parce qu'à un moment je me suis dit, pourquoi est-ce que je roulerais pas en série 7 finalement au quotidien? Et je le mérite. Et je suis tombé sur pas mal d'annonces qui étaient un peu hors de mon budget, de voitures comme ça, qui avaient parfois un peu plus de 200 000 km. Et en fait, tu discutes un peu avec les gens, et les mecs, ils ont fait tous les entretiens BM, tous les très gros frais qui arrivent effectivement à 200 000 km, des cylinder blocs, voilà, des trucs un peu gros. Ouais. Et effectivement, et je pense à Laurent Schmitt, youtubeur, qui avait acheté une série 640D grand coupé, config individual avec, je crois qu'il avait acheté 280 000 km. Un seul propriétaire en Allemagne. Ah ben nickel. C'est ça. Tamponné du début à la fin chez BMW. Ça, c'est une bagnole à acheter. Et il l'avait acheté genre 16 000 balles, je crois. Ah non, mais ce sont ça les bons plans. Ouais, et tu cherches genre une série 3 avec de 2015 avec 100 000 km, ça vaut le même prix. Ouais. Ça vaut 20 000 €. Ah ouais. Parce qu'en fait, tout le monde veut ça. Tout le monde veut les faibles kilométrages, et je dirais même que un fort kilométrage, tant que la voiture est entretenue, ça peut être un indicateur de bon état, parce que faire de l'autoroute pendant des heures durant, mais à part les cylindres blocs que t'as cités, ça use à peu près rien. Oui, ça peut être cylinder bloc, ça peut être suspension, il peut y avoir des... Ouais, mais ça se change. Ça se change. C'est pas le moteur, c'est pas la boîte. Non, mais c'est certain, et c'est vrai que... c'est vrai que je comprends. Là, je suis d'accord avec toi, sauf un point qui m'a donné de l'urticaire, c'est quand t'as dit... Je l'ai dit encore. quand t'as dit que tu cherchais un modèle particulièrement suréquipé. Alors, d'un côté, je te comprends, évidemment. Et d'un autre côté, ce qui m'a fait sourire, c'est que ma démarche est exactement l'inverse. Sur cette 728i, elle est particulièrement peu optionnée, et j'adore ça. Parce qu'en fait, les fondamentaux de la voiture, c'est ça que j'achète, sont tellement bons,
j'ai pas envie qu'on rajoute des équipements. Alors je dis notamment, elle a pas d'écran du tout. Comme ça c'est mieux ça. Et ça c'est top. Bien sûr, sur une voiture ancienne c'est mieux. Ouais. Alors quand je dis particulièrement suréquipé, ce que je veux dire plus précisément, c'est très bien configuré. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est pas la même Quand chose. t'as dit le mot individuel, oui, non. Là on est d'accord. Voilà, moi c'est individuel. Si tu veux, je vais chercher une voiture extérieure bleue, intérieur marron, avec des boiseries, ce genre de truc. Moi j'adore ça. Et par contre, en termes d'équipement, on va dire que j'ai des moi je regarde des voitures modernes, donc j'ai des critères. C'est siège chauffant déjà obligatoire. Il te faut le cruise control. Il me faut le cruise control. Il me faut l'Apple CarPlay et la bonne sono. Ouais. Voilà. Mes quatre trucs, c'est ça. Et pour des voitures modernes de ces gammes, c'est pas la mer à boire, quoi. Et si je peux, un toit ouvrant, particulièrement si c'est un break, parce que j'aime bien les toits. Ah, ça c'est bon, ça. Parce que j'aime bien les toits ouvrants, j'aime bien rouler avec le toit ouvert. Et quand c'est un break ou une grande berline, ça amène quand même beaucoup de luminosité dans l'habitacle. Et le reste, c'est du plus. C'est du plus. Et même d'ailleurs pour un daily, tu vois, je vais pas chercher les voitures, par exemple chez BMW, parce qu'en vrai je regarde que BMW, avec des packs-m. Je vais chercher que des voitures avec les sièges confort, la suspension confort. Le seul truc. Tiens, ça c'est un avis outsider. Et je suis d'accord avec toi. Ouais, parce qu'en fait je veux pas. J'ai essayé des voitures avec des packs-m et mine de rien, tu peux rapidement perdre en confort, ne serait-ce que par des sièges un peu plus durs, des suspensions un peu plus fermes. En réalité, t'en as pas besoin, et de toute manière, en tout cas pour BMW, pardon, on reste dessus, mais vous savez qu'on aime bien, en fait, ça restera dynamique et bien à conduire. Ouais, c'est ça. Donc, je m'en fous d'avoir un packs-m. Elle sera moins bien sur piste. Mais tu vas pas mettre tes gommes sur piste. Non. Elle a rien à faire sur piste. Moi, la raison pour laquelle j'achète une BMW, c'est pour un ensemble de critères, de plaisir de conduite, d'efficience, de qualité. Et de toute manière, une BM, même en pack luxe, tu déconnectes le SP, chose que tu peux faire complètement sur n'importe quelle BM, même moderne. Tu l'envoies dans un virage, même avec un pont ouvert, ça glisse. Même en 20D, en diesel. Et ça le fait, je le sais, je le fais. Et voilà. Donc, en fait, moi, c'est ça mes critères. Et donc voilà quoi. Finalement. Et d'ailleurs, est-ce que t'as une autre news du jour avant que je termine, je clôture par un petit truc qui m'a bluffé. Vas-y, clôture. Alors j'en ai parlé plusieurs fois de mon pote Loïc, avec qui je vais souvent au Nord et tout, qui avait une A116, qui a maintenant une M4. Loïc est pris de la fièvre de la modification. Et donc là, j'arrive chez lui. Donc là, il a KWV, donc il a une M4 normale, KWV3, donc des suspensions vraiment évoluées, des disques sur bol, des jantes allégées, suppression de banquette arrière. Il a mis des Recaro pole position dans sa voiture. C'est bon ça. Et moi, je voulais vraiment tester. Alors, le setup châssis déjà est vraiment exceptionnel parce que c'est des suspensions qui sont vraiment très évoluées, c'est génial. Mais je voulais tester les baquets, surtout. C'est plus la même voiture. Le feeling... des pole positions... Non, mais c'est incroyable. Déjà, tu t'assieds dans la caisse, déjà, forcément, t'es assis plus bas. Et on est parti sur des petites routes autour de Saint-Émilion. Le feeling et la confiance que t'as dans la voiture grâce au baquet, parce qu'en fait, ton corps, comme t'as pas du tout à te tenir, parce que t'es parfaitement maintenu par le baquet, ton corps est parfaitement détendu. T'as uniquement à te concentrer sur ce que font tes bras et ton regard. Tu te tiens pas dans les virages, alors que les sièges cuir des BMW M glissent énormément. C'est toujours un truc que j'ai trouvé catastrophique. Et mine de rien, tu sais, avec le cuir un peu mou, tu vois, qui a forcément gardé un peu de confort, mine de rien, ton corps bouge un petit peu, donc tu ressens aussi moins la voiture. Et la différence de feeling entre les sièges d'origine et les baquets, bon, à ça tu rajoutes le setup châssis très bien fait, incroyable. Mais c'est comme tu dis, c'est plus la même bagnole. C'est plus la même voiture. Et le niveau au-dessus, évidemment, tu sais ce que c'est de rajouter des harnais. Oui. Et là, c'est dingue. Quand tu roules sportivement sur la route, sur des cols de montagne, et que t'es harnaché dans la bagnole, mais j'ai du mal à trouver les mots. C'est un cliché, mais tu fais partie de la voiture. Mais tu sens tout. Parce qu'en fait, Et c'est cette détente dont tu parlais. Parce que comme tes muscles ne sont plus là pour te tenir en place sur le siège, tu peux détendre tes mains et ressentir plus finement le volant. Tu peux détendre tes jambes et donc tu conduis plus finement. Exactement. Et tu vois, moi sa voiture, elle fait 530 chevaux ou 500 chevaux. Bon, tu vois, il faisait 0 degré.
J'ai beau savoir conduire, tu pars un peu avec des appréhensions quand même, parce que bon, voilà, c'est une voiture très puissante, c'est une BM, voilà. Donc, je suis parti un peu avec tout ça en me disant bon, faut que j'y aille mollo, c'est quand même une voiture un peu violente et tout, surtout que maintenant elle est quand même très efficace grâce au setup suspension. Et Loïc me disait que parfois quand ça partait, ça pouvait être un peu violent. Et du coup, je suis parti, pas très en confiance, et en 5 minutes, en fait, j'étais tellement détendu dans la voiture grâce à la position de conduite et à toute l'ergonomie qu'apportent les baquets. En 2 secondes, je faisais corps avec la voiture et je me suis dit, mais il me faut des baquets pour la Porsche. Oh. Du coup, sauf que je le fais pas parce que je sais toujours pas. Je vais arrêter de parler de la Porsche, savoir si je la vends ou pas, parce qu'en fait, même moi, j'ai des changements d'avis. Enfin, c'est pas des changements d'avis qui sont de ma faute, mais j'ai des changements de. Ton annonce, elle est pas en ligne en ce moment? Non, elle est pas en ligne. Non, j'ai pris une pause du Bon Coin, là. Une pause psychologique. La question des baquets pour ta Porsche, c'est pas évident parce que tes sièges, c'est même pas, tes sièges sport Porsche, ils sont déjà fabuleux. Et donc le gap va être bien moindre. Non. On peut se poser la question. Franchement, non, parce que déjà, comme c'est des sièges chauffants électriques, je suis assis très haut. Ensuite, ils pèsent 30 kilos chacun. Bon, ça, à la limite, voilà. Mais ils pèsent 30 kilos chacun. Je suis assis trop haut. Ça commence à faire beaucoup de et, ils maintiennent bien les renforts latéraux au niveau de la taille sont assez rigides. Donc ils sont tissus en plus. Ils sont tissus, donc tu glisses pas. Mais c'est quand même des sièges qui ont 30 ans. Tu vois, tu t'affaisses un petit peu dedans, ils sont un peu mous, même s'ils maintiennent bien. Et tu vois, au Nürburgring, je sortais quand même, j'étais tendu de partout, quoi. Et même sur route, tu vois, ça va. C'est pas catastrophique, mais je ressens pas la voiture comme j'aimerais la ressentir. C'est vrai que ça ferait un gros up pour pas trop de dépenses. Pas trop de dépenses. Un pole position en tissu, c'est quand même 1 300 €. Ah, tant que ça? Ouais, TTC. Les équerres, il faut trouver des équerres spécifiques. T'en as rapidement pour 200 balles le jeu. Donc là, on parle d'un siège, donc t'es déjà à 1 500 €, on va dire, sans les frais de port. Et ensuite... T'as pas envie d'en mettre un seul parce que l'asymétrie est peut-être déplaisante? Oh, moi je trouve ça rigolo. Mais... Okay. Ah bah dans ce cas-là, faut genre en mettre un rouge. Ah ben voilà. Et t'accentues. Ah ben du coup ma question, vu qu'avant j'avais des décos Club Sport sur les côtés qui étaient rouges, j'y pensais. Je me suis dit en vrai dans cet intérieur tout noir mais moi, c'est ce que je ferais, que j'aime pas trop à la base, j'avais un de mes potes qui m'avait prêté un pole position rouge. Sauf qu'on n'avait pas les bonnes équerres, du coup le siège était hyper haut et je pouvais même pas rentrer dans ma voiture tellement j'étais au plafond. Ah oui, ouais. Mais effectivement, je me dis et puis bon, l'avantage de ce genre de pièces, c'est que tu les passes d'une voiture à l'autre. Bah oui. Tu vois, si plus tard j'achète autre chose, bien sûr, je les fous dedans. Faut juste changer peut-être le système de rail. Bon bah, tu m'as convaincu, vas-y dépense. Mais c'est tout. Mais donc oui, ça va arriver. Justification validée. Justification validée. Yes. Et voilà. Non mais c'était pour dire à quel point parfois quand on se demande aussi un peu, on a parlé pas mal de fois de modifications pour des voitures sportives. La position de conduite, c'est... Alors oui, changer des sièges, c'est quand même un gros truc. Ça conviendra pas à tout le monde. Mais si tu aimes la conduite sportive, être quand même bien posé dans ton siège et ne pas bouger, ça transforme l'expérience de conduite. On est d'accord. Ça change tout. C'est vraiment le jour et la nuit. Question-réponse ? Question-réponse. Je vais démarrer avec Cyr 65. Oh merde, je l'ai noté aussi. Bah oui, forcément. Évidemment. Quelle a été la voiture la plus décevante que vous ayez essayée ou eue? Pas forcément la plus mauvaise, mais celle dont vous rêviez et dont vous attendiez beaucoup et qui, à la conduite, n'était finalement pas à la hauteur. J'ai noté ma réponse. Tu veux démarrer? Maserati Gran Turismo. La version Atmo. Ok. Donc là, on est sur une boîte Cambio Corsa. Cambio Corsa ou ZF? Ah, c'était une ZF à convertisseur, peut-être? Ouais, je crois. Une boîte F1, je crois, sur la Gran Turismo 4 litres 7. Bah, en tout cas, elle existe pas en boîte manuelle. Non. Ça, c'est sûr. Non. Pour moi, la Cambio Corsa, c'est sur les 4200. C'est sur les grands sports. Alors, ouais, ça c'est certain. Celle d'avant. Celle d'après, j'ai pas la. Bon, en tout cas, c'est une boîte auto, c'est l'équivalent de la boîte F1 de la F430. Grosso modo, ce qui est pas une mauvaise boîte d'ailleurs. Ça passe tout à fait bien. Mais, je me souviens avoir essayé cette voiture
Alors... en ayant lu des commentaires dithyrambiques sur le son, etc. Et d'ailleurs, les deux raisons pour lesquelles les gens aiment cette voiture et pour lesquelles cette voiture est populaire auprès des gens, c'est le son et la ligne. Bah oui. Alors, oui, c'est une voiture qui est sublimissime, qui fait un son effectivement bien sûr. divin, mais à conduire, c'est un tas de merde. Mais comment ça? En fait, le truc, c'est... vrai Non. Alors, je vais mettre des pincettes. Je vais mettre des pincettes, mais quand même. En fait, le truc, c'est que, avec le son que ça fait, t'as envie de conduire sportivement. Ah, ok, ouais. Sauf que, quand tu conduis sportivement, et je te parle même pas de sportivement, je te parle de dynamisme. La voiture t'arrive tellement vite à la limite du châssis. Elle se décompose. Elle se décompose complètement. Vois, Et c'est vraiment une voiture très rapidement qui te met pas en confiance. Donc c'est le moteur écrit des chèques que le châssis ne peut pas signer. Ah vraiment? Oui, c'est bien dit. Ouais. Mais et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment une voiture qui est faite pour être soit pour être une GT, enfin d'ailleurs c'est une GT, mais c'est vendu un peu comme une sportive, et en plus de ça t'as des suspensions qui tapent un peu, tu vois, qui sont un peu fermes, du coup tu sais pas trop comment... Et le moteur, comme tu dis, c'est un moteur sportif. Et un moteur très sportif. Oui. Mais c'est fait pour de la balade rapide alors. Ouais, encore. Ou même pas rapide. En fait, ça dépend de la route, c'est-à-dire qu'il faut une route assez lisse, plutôt de bonne qualité, avec des longs virages, tu vois. Si tu te retrouves dans un truc où faut arsouiller entre guillemets un peu plus, à 60% de rythme, la voiture, elle te dit qu'elle en peut plus, quoi. Et je me souviens, ça m'avait déçu. Je m'étais dit, mais je comprends pas l'engouement, quoi. Après, il y a toujours une question d'essayer la voiture dans son contexte. Peut-être que je l'ai essayé trop sportivement, mais bon, c'est une Maserati, c'est pas une Peugeot, quoi. Donc, même si ça fait partie du même groupe aujourd'hui. Bon, voilà, et ça m'avait foncièrement déçu. Ah bah je comprends, pardon, j'aurais été déçu pour la même raison. Et ça m'amène à mon premier choix, qui m'a déçu pour des raisons similaires. C'est la BMW E31 850i boîte 6 que j'ai déjà possédée, donc c'est la série 8 des années 90. Ah ouais. Celle avec les phares pop-up à l'avant, avec un V12 5 litres. Dans mon esprit, vu comment elle est profilée, elle a une gueule, je me suis dit, ça c'est une GT sportive. Je me suis dit, ça va être comme une 850 CSI, mais avec un peu moins de puissance. Eh ben, putain, pas du tout. Je l'ai revendu au bout de 4 mois. Je l'ai emmené avec ma femme en road trip autour des Grands Lacs en Italie. Donc, on était sur des petites routes principalement. En fait, c'est très simple à comprendre. C'est une série 7 à 2 portes. C'est-à-dire, sur autoroute, elle était impériale. Et dès qu'on quitte l'autoroute, mais il y avait une impression de lourdeur. J'avais l'impression d'un truc qui pesait 2 tonnes 5. Alors elle est lourde, mais elle doit peser 1 tonne 8. Elle pèse pas du tout 2 tonnes 5. Ouais, ce qui est relativement léger pour la taille. Bateau, lourd, ça se vautre. Et la mienne avait des suspensions neuves, Ah ouais. Et les cylindres blocs allaient bien. Et c'était la version boîte manuelle. Le moteur, il donne pas du tout envie de cravacher, il a aucune allonge, tout est en couple. La sonorité du V12, elle avait un échappement inox, heureusement, donc il y avait un peu de son, mais le timbre, ça n'a rien du timbre du V12 Jaguar quand on lui met un échappement, encore moins Ferrari par exemple. C'était décevant sur toute la ligne, j'ai trouvé. C'est drôle, parce que moi j'ai eu l'expérience absolument opposée, avec du coup la même voiture, mais en CSI. Et oui, il paraît qu'il y a un gouffre. Ah mais c'est pas un gouffre, c'est 2 planètes différentes. C'est pas le même univers, Ah ben c'est pas compliqué. La CSI, moi le titre de la vidéo c'est une M3 avec un V12. J'ai vu ta vidéo et je me suis dit ah ouais d'accord. Ah mais c'est pour ça qu'elle code beaucoup plus en même temps. Et moi j'y suis allé en m'attendant à rien. J'y suis allé en me disant bon voilà, et c'était Louis-Xavier, mon pote du garage Overdrive, qui m'a dit essaie. Et souvent quand il me dit essaie, maintenant je l'écoute. Et je suis parti avec, et je me suis dit mais c'est incroyable ce truc, ça se cravache, ça drift, sur autoroute, c'est une machine à s'envoler vers 300 km/h. La sonorité est magnifique, on dirait on dirait un énorme 6 cylindres, c'est gras, et ça chante dans les tours. La direction est fantastique, le châssis avec les roues arrière directrices, les grosses barres anti-roulis et tout, c'est une ballerine le truc. Ça m'a bluffé, et je l'emmenais fort sur des toutes petites routes. J'étais sur le cul. Et tout le monde, et dans les commentaires, tous les gens disaient, il y avait beaucoup de commentaires de propriétaires de 840 Ci, donc avec le V8, et de 850i, qui disaient,
qui comprenait pas trop mon essai Ah parce qu'il me disait mais c'est pas possible qu'il y ait un gap parce que la 850i c'est une on a l'impression sur le papier que c'est similaire. Bah oui, sauf qu'en fait ils ont fait un boulot de ouf. Moi c'est probablement la 850 CSI, je pense que ça fait partie de mes gros coups de cœur de toutes les voitures que j'ai essayées. Ça fait envie. J'ai trouvé ça tellement unique, mais tellement ça fait tellement peur à entretenir aussi. Ouais. C'est des machines très complexes. Bah ouais, c'est les années où il y a déjà beaucoup d'électronique. Les roues arrière directrices, tout ça. C'est pas. Ouais. C'est pas rassurant. Et d'ailleurs, celle que j'ai essayé à vendre depuis des mois et personne n'appelle. Ah ouais. Donc j'ai trouvé pire qu'une 968 à vendre. C'est beau. Ça existe. Est-ce que t'as une autre question? Bon, j'avais un autre candidat. BMW. Oh. Je suis désolé. Tout le monde a quitté le podcast. E36 M3. Alors là, c'est sacrilège. M3 3 litres cabriolet. Je vais passer assez vite dessus. En fait, le problème, parce que j'ai eu successivement ensuite, j'ai eu la même voiture E36, mais en 328i cabriolet. Bah, la 328i cabriolet, elle est très bien, parce que c'est un moteur assez bourgeois, monté dans une caisse qui a une décapotable, donc peu rigide, assez lourde, qui a envie de faire de la balade rapide et pas plus. Tu lui mets un moteur de M3 dedans, qui a envie de gueuler dans les tours, qui a une allonge phénoménale, et en fait la caisse elle commence à se tortiller dans les virages, ça se décompose, c'est pas rigoureux, c'est un mauvais match moteur-caisse, alors que la 328i cabriolet c'est un très bon match moteur-caisse. Bah d'ailleurs il y a certains moteurs effectivement qui vont pas à certaines voitures. Bah ouais. Et typiquement dans des cabriolets, à moins d'avoir certaines technologies comme, je sais pas, c'est la première à laquelle je pense, mais McLaren qui a des châssis en carbone qui font qu'il y a aucune perte de rigidité. Ouais. Si on revient à des, enfin c'est pour démontrer l'exemple, mais si on revient à des voitures un peu plus normales, avoir des gros moulins sur des voitures cabriolets, c'est pas toujours la bonne solution. Et sur un cabriolet, il vaut mieux privilégier un moteur qui fait déjà un bruit sympa et qui a un peu de dynamisme que trop. Typiquement, hier ou je sais plus quand, dimanche soir quand je suis rentré de Bordeaux en avion, il y avait une M6 cabriolet à l'aéroport. À la fois je comprends parce que je trouve ça cool, et en même temps je comprends pas. Ouais. Et on est d'accord. Ou alors il faut renforcer un peu le châssis quoi. Faut mettre des barres anti-rapprochement, ce genre de trucs. Mais je crois que c'est ce qu'ils ont probablement déjà fait, et ça sera jamais aussi rigide que d'avoir le toit. Oui, certes. Vous savez, quand on commence à casser un œuf pour faire un œuf au plat, et qu'on brise initialement la structure, vous sentez tout d'un coup toute l'intégrité structurelle disparaître dès que vous cassez cette coque. Et enlever le toit d'une voiture, c'est comme casser la coque de l'œuf. Vous aurez beau mettre des renforts autour de l'œuf, ça sera toujours d'un pis-aller, ça ira pas bien. Ce podcast est sponsorisé par Philippe Etchebest. Et oui. Ça fait un bon podcast. Tu voulais une dernière question? En fait, j'avais surtout noté la première parce que je me suis dit qu'on allait y passer plus de temps. Ah, ok. Mais j'ai pas d'autres, mais si t'en as une autre, vas-y. Oh, ouais. J'ai Bastien ADI qui nous demande pourquoi le rapport à la bagnole est-il si différent en France et au Royaume-Uni? Ah oui, je l'ai vu celle-là. Rouler en voiture de sport ou tout simplement atypique en France est souvent mal perçu ou totalement incompris, ce qui semble être l'inverse outre-Manche. C'est vrai. Alors, c'est une question sur laquelle je peux commenter, puisque oui. vous le savez, je suis franco-britannique. J'ai vécu les 18 premières années de ma vie en Angleterre. Tu me diras quelle est ton expérience ou ton a priori du sujet. Mon expérience du sujet, c'est qu'il y a deux grosses différences. Les Britanniques sont plus à cheval, je trouve, sur le statut social et la volonté d'avoir le dernier modèle. Quand on met ça couplé à une culture d'acheter à crédit, alors je sais pas, du leasing, de la LOA, tout ça, qui fait qu'on change de voiture tous les 3 ans, on prend le dernier modèle, ça fait que les voitures d'occasion décotent beaucoup, et c'est ça qui explique que si vous regardez les petites annonces en Angleterre, elles sont souvent beaucoup moins chères, les voitures qui ont 10, 20, 30 ans d'âge, que en version européenne. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est à cause de ce phénomène-là. Ok, d'accord. Ça, c'est une première différence. L'autre différence, c'est que les Anglais, paradoxalement, roulent beaucoup en cabriolet. Énormément, oui. Ouais. Ça m'a toujours fait rire, ça. Mais tu sais pourquoi? J'ai compris. Ah bon? Au début, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est con.
Il pleut tout le temps. Ouais, mais ensuite, quand j'ai eu l'occasion de parfois vivre dans des zones chaudes du globe, ou par exemple ici à Aix-en-Provence, c'est le cas, en fait, on a tellement du soleil tout le temps que c'est banal. Donc, on est tellement sur des terrasses de café, des terrasses de resto, voire à la plage, que on n'a pas envie d'en rajouter une couche à chaque fois qu'on est en voiture. Alors qu'un Anglais, quand il voit un rayon de soleil, du ciel bleu, mais c'est une occasion rare. Ouais, mais attends, c'est même pas un rayon de soleil, c'est quand il voit qu'il pleut pas. Ça va plus loin. C'est quand il voit qu'il pleut pas. C'est vrai que il veut profiter du beau temps quand il en a. Il veut pas passer à travers quand il est en voiture, donc il doit pouvoir lever le toit. Mais c'est vrai, et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je vois pas énormément de cabriolets dans le sud. Mais oui. Mais vraiment pas. Mais en même temps, sûr. alors tu me diras, l'été, il fait tellement chaud que t'as pas du tout envie d'être en cabriolet. Il y a ça aussi. Mais le soleil est banal. Oui, il fait beau, c'est sûr qu'il fait beau tout le temps, mais c'est vrai que, moi, alors, pour tous les mois de l'année où il fait pas 40 degrés, c'est-à-dire entre, on va dire, tous les moments où il fait beau, mais même par ce temps-là, en vrai, moi, je serais capable de rouler en cabriolet. Bon, là, il fait super beau et moins 5. Quand on a des sièges chauffants, ça passe. Et un saut de vent, là, on peut. Oui, carrément. Si la voiture est bien faite, carrément. Mais c'est vrai que, moi, ça m'a toujours fasciné, les Anglais. Et puis, ils ont, je trouve que, en tout cas, dans ce que j'entends des podcasts, alors, je suis allé pas mal de fois en Angleterre, la B-Road, donc leur petite route départementale qui sont des vrais petits lacets assez étroits dans la campagne britannique. Et j'ai toujours entendu, tu vois, quand ils parlent des petites voitures, des Caterham, des petites tractions, des Lotus, des petits machins comme ça, enfin des petits engins nerveux, parce que ça a toujours été conçu pour eux pour ça, et qu'ils l'utilisent pour ça et que c'est leur terrain de jeu. Tu fais bien de le signaler. L'Angleterre, c'est un pays qui est très dense. Il est très construit. Il n'y a pas du tout comme quand on va dans la Creuse, mais quasiment sur tout l'Hexagone. Si on évite les grandes villes, on peut trouver des zones rurales où on peut rouler pendant des minutes entières sans croiser quelqu'un d'autre. Mais en Angleterre, ça n'existe pas. Faut aller au Pays de Galles, faut aller au nord de l'Écosse. Non, si on va dans le sud de l'Angleterre, je connais bien, mon père a une maison de campagne dans le sud de l'Angleterre, mais c'est infernal. Il a une 996 GT3, pour la sortir, il met le réveil à 5h du mat un dimanche, sinon c'est infernal. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ça joue. Et c'est pour ça aussi que des petits engins qui délivrent beaucoup de sensations à basse vitesse, sans qu'on ait besoin de la route Napoléon toute vide de trafic, ça fait son sens. Et quand tu parlais tout à l'heure tu disais que les Anglais étaient plus attachés au statut, donc ils ont plus tendance à acheter des voitures neuves. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, l'accès au crédit pour acheter des voitures est bien plus intéressant en Angleterre qu'en France. Ça n'a absolument rien à voir. T'as des sociétés de leasing dans tous les sens. Et je parle de ça parce que tous les gros youtubeurs que je suis, et je vais citer notamment Sam Synthoglass, qui est mon youtubeur préféré depuis des années, il a toujours été ouvert sur le fait que toutes les voitures qu'il achetait, quasiment, étaient des voitures qu'il achetait à crédit. Et quand il parlait des mensualités et du deposit initial, je trouve pas le mot en français, mais de l'apport initial qu'il fallait mettre, mais les mensualités étaient dérisoires par rapport à un crédit équivalent en France. Et dérisoire. C'est que là-bas, tu roules en McLaren pour 1500 € par mois. Voire moins que ça, pour 1000 balles par mois. Il en parle souvent dans les podcasts, et nous, en France, c'est impossible. Impossible. Mais du coup, la question du statut, parce que je crois qu'il y avait un peu ça dans la question aussi. Alors l'Angleterre, c'est pas les USA, parce que c'est ça, moi c'est là où je veux revenir. Aux USA, une belle bagnole, qu'elle soit sportive ou luxueuse, c'est perçu comme quelque chose d'aspirationnel. Oui, c'est ça, Parce que c'est le pays où chacun c'est le rêve américain. Peut avoir ou se croit avoir la possibilité de lui aussi réussir. C'est le rêve américain. Parce que c'est un pays qui fonctionne au mérite. Oui, complètement. En Angleterre, non. C'est beaucoup plus comme en France. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. Non, quand t'as une belle voiture, tu la retrouves rayée, tout ça, des crachats dessus, comme en France, t'es mal vu. Mais c'est pareil. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai quand même l'impression que les Anglais, c'est une impression, après c'est un pays qui est effectivement plus compact, entre guillemets, donc, mais j'ai quand même l'impression que les gens se font pas mal plaisir au niveau des voitures de sport, là. Il y a une proportion de gens de la population qui est passionnée, qui a l'air quand même assez importante. Alors ça, c'est vrai. Est-ce que c'est peut-être une fonction du salaire moyen? J'en sais rien. Il y a une culture. Quand on voit la valeur des voitures aussi, ça change. Mais c'est la même chose, tu sais, pour les habitations. Un Anglais va être beaucoup plus apte
prompte, à mettre de l'argent dans sa résidence principale, parce que c'est une culture de recevoir. Je me souviens quand j'habitais à Londres, mes amis, les parents de mes amis, ils avaient tous un dining room, c'est-à-dire une salle à manger dans la maison. À Paris, c'est que l'extrême élite qui a une salle à manger pour recevoir des gens, pour dîner à la maison. Ça se fait dans une en maison, France, on va voir ses amis au resto plutôt. On reçoit beaucoup moins, il y a moins cette culture, donc on dépense moins dans son intérieur. On va pas être rapide en France à prendre, par exemple, un décorateur ou une décoratrice pour décorer son appartement, pour investir dedans. Les Anglais, beaucoup plus. Ok, d'accord. Et je crois que la voiture, c'est pareil. Ils ont une propension à mettre une fraction plus élevée de leur income, de leur revenu, dans la voiture que en France. D'accord, ok. En même temps, il faut. Hein. C'est la base d'avoir des voitures de sport et d'être en location. Hein. Il faut. Moi, je fais ça et je me porte très bien. Je vais finir parce qu'il y a une question rapide, mais qui est complètement liée à cette dernière question. C'est trop vieux pour ça, qui nous demande: je souhaite acheter un véhicule en Angleterre. Je suis français et j'habite en France. Pourrais-je rouler et assurer légalement en France si je dispose d'une adresse en Angleterre, par exemple chez un ami, même en plaque anglaise? Ça a l'air compliqué. Alors, c'est une question que je connais très bien. Parce que s'appelle de la fraude. Alors non, pas vraiment. J'ai longtemps roulé en France avec des voitures achetées en Angleterre et gardées avec leur plaque anglaise alors que j'habitais en France. Conduite à droite ou à gauche? Conduite à droite. Ok, oui. Et en fait, on s'y fait vite, Conduite à droite, t'en as déjà conduit, toi. Oui, faut juste avoir un télépéage, c'est tout. Ça aide. C'est même plutôt la base. Ouais. Clairement. Le marché a changé depuis le Brexit. En fait, ce que je faisais à l'époque, en fait, le gros problème, c'est l'assurance. Parce que officiellement, en France, on ne peut pas assurer une voiture en plaque anglaise pendant plus d'un mois. En fait, l'assureur nous donne 30 jours pour immatriculer la voiture en plaque française. D'accord. Il y avait une exception à la règle avant le Brexit. Il y avait certains cabinets, moi j'étais dans une agence AXA, qui était en Bretagne et qui avait une dérogation de la maison mère pour adresser le marché des expatriés anglais qui venaient en Bretagne. Oui, et donc ils avaient le droit, délivré par la maison mère AXA, d'assurer en France des voitures immatriculées à une adresse anglaise en Angleterre, toute l'année, pendant plusieurs années. J'en ai profité, mais post-Brexit, c'est plus possible. Ces dérogations ont sauté. Donc non, tu ne pourras pas assurer en France une voiture à une adresse anglaise. Alors, une exception, tu pourras l'assurer au tiers. Si tu l'assures en Angleterre, au tiers à l'adresse anglaise, en fait, tu pourras rouler partout en Europe avec. Mais tu pourras pas le faire tout risque. Parce que tout risque, tu as le droit à 30 jours d'affilée à chaque fois que tu déclares que tu vas voyager en Europe. Et si tu veux juste le faire toute l'année, c'est seulement au tiers. Ouais. Voilà. Un peu complexe quand même. Voilà, c'était une question un peu de niche. C'est intéressant. C'est à ça que sert ton expérience pour partager ce genre d'infos. Concernant les questions, les gens, n'oubliez pas quand vous postez votre question, de marquer question en majuscule, comme ça Erwan et moi on les repère vite vos questions et on peut les reprendre dans le podcast. Oui, et d'ailleurs j'ai aussi pensé à un truc. Évidemment, à chaque fois dans le podcast on répond à plusieurs questions, mais pas à toutes. Donc ce qu'on fera, en tout cas moi ce que je ferai, tu peux le faire aussi Alex, c'est d'aller répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu dans le précédent podcast en commentaire. Comme ça, on essaie de répondre à un maximum d'entre vous, et quand on aura des millions de questions, on pourra plus le faire. Voilà, donc profitez-en. Merci aux passionnés d'être encore là à l'écoute plus d'1 heure plus tard. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.